On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Ce dimanche, en après-midi, à l'Église patrimoniale de l'Acadie, concert unique avec une violoniste et un violoncelliste. Donc, réservez dès maintenant vos billets. Mais d'abord, parlons d'alphabétisation. Ici même dans la région, il y a des ateliers qui sont présentés. Cuisimo, c'est organisé par la Fondation de l'alphabétisation du Québec. Et oui, il y a encore une personne sur 5 dans notre société qui est analphabète ou qui connaît des difficultés avec la lecture et l'écriture. Il faut commencer en bas âge. Et ces ateliers de Cuisimo sont notamment disponibles via l'organisme Famille à cœur, ici même dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bref, on en discute à l'instant. Afin de sensibiliser les familles québécoises à l'importance de lire au quotidien, la Fondation pour l'alphabétisation a mis sur pied Cuisimo, qui est un projet d'alphabétisation familiale qui est financé d'ailleurs par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Bref, on en discute avec Mme Isabelle Provost, qui est membre du conseil d'administration de la Fondation, également la présidente du comité Cuisimo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bon, parlez-nous d'abord de la Fondation pour l'alphabétisation. Qu'est-ce que c'est comme organisme? Bien, en fait, la Fondation pour l'alphabétisation, la mission, c'est de contrer tout ce qui est analphabétisme. Donc, vraiment, d'encourager les gens à la lecture, d'encourager les gens aussi à apprendre à lire, à retourner à l'école. On a différents programmes à travers la Fondation, donc Cuisimo. On a aussi la lecture en cadeau. Qui est un programme qui est bien connu aussi à travers le Québec, donc qui permet aux jeunes de vraiment découvrir la lecture et puis de voir que la lecture est importante au quotidien. La question que j'ai envie de vous poser, en 2019, est-ce qu'il y a encore de l'analphabétisme? Et si oui, à quelle hauteur? Bien, en fait, les derniers chiffres datent de 2013 environ, donc il faudrait encore faire des études à ce niveau-là. Mais en ce moment, les chiffres qu'on a, c'est une personne sur 5 qui est analphabète fonctionnel. Donc, en fait, c'est les gens qui ne sont pas capables de nécessairement comprendre tous les textes qu'ils vont voir. Certains sont incapables de les lire et de pouvoir fonctionner dans le quotidien, donc de comprendre une prescription qu'ils reçoivent du médecin, de comprendre un formulaire du gouvernement. Une personne sur 5? Oui, c'est énorme. Comment on peut, ça pourrait nous prendre 2 heures, là, mais comment on peut expliquer que malgré l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, primaire, secondaire, comment on en arrive comme société à avoir quand même une personne sur 5 qui a des difficultés à lire ou à écrire? C'est très malheureux. En fait, c'est tout. C'est au niveau de la famille, au niveau de l'école. Il faut encourager les jeunes. On a un niveau de décrochage qui est quand même assez élevé. Ouais. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est à différents niveaux, évidemment, les problèmes là, de littératie. Donc, certaines personnes vont être capables de se débrouiller, mais d'autres, ça va être au niveau des chiffres qui vont avoir un petit peu plus de difficultés, tout ça. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que des programmes qui commencent dès la jeune enfance, c'est là que ça fait la différence. Les études l'ont démontré. Et c'est pour ça, dans le fond, qu'on souhaite donc sensibiliser les familles, donc les partir en bas âge. Même parfois, on le voit dans certains cas où les enfants arrivent parfois en maternelle. Et si moindrement ils ont été stimulés, ou encore faut-il qu'ils aient une facilité aussi, mais encore s'ils ont une facilité et qu'ils ont été stimulés par leurs parents, parfois certains arrivent en maternelle ou en première année avec une base quand même assez incroyable, là. Tout à fait. Si les parents prennent un 10-15 minutes avec les enfants pour lire une histoire le soir, même avec la lecture en cadeau, on prône le livre chez l'enfant de 0 à 5 ans. Donc, c'est merveilleux. Donc, vraiment, que les enfants soient sensibilisés à la lecture très jeunes, c'est important. Cuisimo, ce que ça nous permet, en fait, c'est d'avoir 3 ateliers de 2 heures où est-ce que les enfants, avec les parents, vont devoir lire et comprendre les recettes pour, par la suite, les faire avec un cuisinier qui est là sur place, un chef de la tablée des chefs. Les recettes, c'est des recettes de Ricardo. Donc, à travers ces 3 ateliers-là, les enfants vont vraiment prendre le temps de lire la recette comme il faut. Alors, on encourage les animateurs qui sont là lors de ces ateliers pour prendre le temps, montrer à l'enfant, c'est important de comprendre la recette pour bien manger par la suite. Donc, on associe les deux, c'est ça? On associe les deux, tout à fait. Bon. Et Cuisimo a été lancé il y a combien de temps? Ça fait 1 an, un petit peu plus qu'1 an. Et là, vous le présentez via des ateliers avec la collaboration d'organismes du milieu. Je pense que récemment, vous étiez ici à Saint-Jean via Famille à cœur, je pense. C'est ça, exactement. Donc, vous vous promenez un peu partout au Québec? Oui, on a rejoint à date plus de 42 organismes communautaires à travers le Québec.
On a fait 167 ateliers et 288 familles qui ont été rejointes. Justement, à Saint-Jean, dernièrement, j'étais sur place et c'est un moment où est-ce qu'on dirait que le temps arrête. On regarde les familles qui sont les parents avec les enfants et les chefs qui font leur atelier. Et c'est un moment privilégié. Puis, ce qu'on voit aussi quand on pose la question aux familles, c'est qu'ils répliquent l'activité à la maison. Donc, maintenant, les enfants veulent s'impliquer dans les recettes à la maison aussi. Et dans le cas de Cuisimo, on parle d'enfants de quel âge environ? Oh, on en a des tout petits. Ça commence à peu près à 4-5 ans, puis jusqu'à une douzaine d'années environ. OK, Oui. donc un 4 à 12 ans environ. Oui. Et donc là, les enfants se présentent avec leurs parents Oui. dans l'atelier. L'atelier se tient quoi, la fin de semaine ou le soir? Ça dépend ou... des centres, des organismes avec lesquels OK. on a travaillé. Il y en a que ça a été à l'été, le soir ou l'après-midi aussi. Bon. Et l'atelier a un maximum de combien de personnes là, que vous pouvez accueillir? Ça dépend des organismes encore et de la place qu'ils ont, parce que, Ouais. bon, ça nous prend une cuisine, évidemment, pour qu'on puisse faire cuire Ouais. les aliments. Alors déjà, il faut qu'il y ait une certaine installation. Mais on a vu jusqu'à 6 à 8 familles qui ont pu le faire en même temps. En même temps? Oui. OK. Et ça dure combien de temps? C'est 2 heures. C'est 2 heures. Donc, atelier, on s'inscrit, on se présente là avec les enfants, les parents. Et là, quand on rentre dans l'atelier, il se passe quoi? Bien, en fait, il y a toujours l'animateur, l'animatrice du centre qui est là avec le chef. Et on commence par installer tout le matériel. Donc, le chef va expliquer les outils de cuisine qui vont être là, les ustensiles et tout ça, les ingrédients. Et là, on s'installe et on fait la lecture. Donc, on va demander à un enfant de lire une partie de la recette et d'identifier les ingrédients qui sont déjà sur place. Et on va s'assurer tout au long qu'on fait la recette de revenir au petit livret et de faire la lecture pour s'assurer qu'on a vraiment suivi toutes les étapes. Donc, vraiment, c'est partie intégrante du travail. Bon. Et là, de ce que je comprends, il peut y avoir plusieurs ateliers. C'est-à-dire qu'une famille peut suivre 1, 2 ou peut-être même 3 ateliers C'est dans la 3 même année? ateliers. En fait, les gens, quand ils s'inscrivent, c'est 3 ateliers de 2 heures. Alors, ils repartent à la fin avec le livret. Ils ont 6 recettes qui sont très faciles à faire, mais qui, justement, font toute une panoplie, nous permettent de voir une panoplie d'ingrédients et d'outils de cuisine, d'ustensiles de cuisine qu'on va utiliser. Donc là, ça veut dire, si vous êtes venu ici à Famille à cœur, vous allez revenir 2 autres fois, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais en fait, OK. c'est vraiment, c'est avec le chef, c'est prévu qu'il y a les 3 ateliers avec les mêmes familles. OK. Bon, et là, ensuite, on repart avec mon premier livre de recettes Ricardo. Oui, c'est ça. Donc, Ricardo, les porcs jeunes aussi. Eh oui, eh oui. Et là, c'est quoi les recettes? Ça ressemble à quoi? Bien, il y a un macaroni au fromage, il y a des pancakes. Donc, c'est des recettes qui sont de notre quotidien, qu'on connaît bien, mais avec la petite twist à la Ricardo. Bon. Avez-vous été, jusqu'à présent, avez-vous été à même de voir un peu l'impact de ces ateliers-là? Oui, au niveau de la lecture, c'est vrai. Bon, oui, peut-être aussi au niveau de la sélection des aliments pour amener de saines habitudes de vie. Bref, comment avez-vous été jusqu'à présent en mesure d'évaluer l'impact de Cuisimo? Bien, en fait, il y a un questionnaire d'évaluation qui doit être rempli par les animateurs des différents organismes avec lesquels on travaille, qui nous permettent d'évaluer certaines mesures. Donc, justement, un des points importants, si on veut voir est-ce que ça a un impact, est-ce que c'est juste au moment de l'atelier que l'enfant participe, puis après ça, c'est fini? Mais non, ce qu'on voit, c'est que parce que c'est des familles qui font partie de ces organismes-là, qui reviennent pour différentes activités. Donc, ça nous permet de voir que les parents ont pu répliquer les activités à la maison. Les enfants le disent qu'ils vont être curieux, puis de lire des recettes et même de lire un petit peu plus. De lire avec papa, avec maman, ça devient une activité qui peut être fort agréable, puis que les enfants voient les bénéfices. Oui, le lien entre être avec le parent, Ouais. avoir un document qu'il faut lire, comprendre, déchiffrer, C'est ça, puis ensuite, bon, l'appliquer dans le cas des choix d'aliments. c'est ça. Bon, avez-vous, est-ce que vous souhaitez poursuivre ce programme-là, le bonifier, l'élaborer, le continuer? Bref, c'est quoi les projets d'avenir pour ça? Bien, en fait, c'est ça. On continue avec Cuisimo parce que la demande est là. On a plusieurs organismes qui nous contactent, qui en ont entendu parler de différentes façons. Et donc, on veut poursuivre, on veut voir justement, est-ce qu'on doit bonifier avec d'autres recettes? Est-ce qu'on fait un suivi avec les familles à leur envoyer des recettes? Donc, il y a une panoplie d'idées. On est actuellement en remue-ménage pour voir la suite.
Mais pour le moment, ça continue avec le format que je viens de vous décrire. Bon, vous avez parlé tantôt en introduction aussi de la lecture en cadeau, Oui. qui est quelque chose qui est connu, je pense, des gens. Je pense que quand on dit « ouais, ça me dit quelque chose bon, etc. », ça fait quand même quelques années que ça existe. Ça fait 20 ans. Ça On fait a 20 fêté ans, notre donc, 20e anniversaire. Donc, l'habitude s'est installée au fil du temps. Et ça, la lecture en cadeau, ça fonctionne comment? Bien, en fait, on a notre campagne de collecte de livres à chaque année qui se passe au mois d'octobre jusqu'à Noël environ. Au Salon du Livre, on est vraiment très, très présent pour ça. Et ce qu'on encourage, c'est les gens à donner un livre neuf qui, par la suite, est remis soit dans les écoles primaires ou dans les CPE, donc à travers la province. Et cette année, bien, on donne 100 000 livres. Le besoin est de 200 000, donc parce que les enfants n'ont pas nécessairement accès aux livres facilement. Et c'est un livre neuf. Donc, nous, vraiment, la mission, c'est de faire comprendre à l'enfant, parce que souvent, en milieu défavorisé, ils vont avoir des livres usagés. Donc, ce ne sera pas leur livre à eux, alors que là, c'est leur livre. Il est neuf, il est tout beau, là, il sent bon. C'est ça, puis ils peuvent l'apporter à la maison. Quand on fait les remises de livres, souvent en classe, les enfants viennent nous voir et disent « Est-ce que je peux l'apporter à la maison? Est-ce qu'il est à moi? » Et de pouvoir leur répondre « Oui », puis leur dire « Oui, c'est à toi. » Puis, pour un enfant, c'est toujours bien de recevoir un cadeau. C'est ça. Puis là, en plus, bien, si c'est un livre, ça nous oblige. Est-ce qu'on a vu au fil du temps les impacts qu'a pu avoir la Fondation pour l'alphabétisation dans ses gestes, dans ses projets pour justement tenter de réduire le plus possible, disons, l'analphabétisme au Québec? Bien, en fait, justement, c'est de voir la réaction des organismes, des écoles, des commissions scolaires qui nous approchent, puis qui ont toutes sortes de projets, puis qui voient les bénéfices, justement, des petites choses qu'on a pu faire et l'ampleur que ça prend d'une année à l'autre. Donc, quand on a notre chantier stratégique à chaque année, croyez-moi, il y a des idées, puis c'est difficile parce qu'il faut choisir. Qu'est-ce qui fait qu'une personne comme vous s'est intéressée à la Fondation? Je suis maniaque de lecture. Je ne travaille pas du tout dans ce domaine-là, mais je suis maniaque de lecture. J'y crois éperdument et je fais ma petite part pour transmettre cet amour de la lecture, tout simplement. Alors donc, Cuisimo, projet de la Fondation pour l'alphabétisation, disponible ici dans la région via l'organisme Famille à cœur. Donc là, il va rester 2 autres ateliers, mais là, je présume que ça va être les mêmes parents qui sont allés au premier. Oui, tout à fait. Mais il est fort à parier que ces ateliers-là se poursuivent également dans l'avenir pour une autre année. Donc, sachant que ça existe aujourd'hui, bien, il y a peut-être des gens qui vont être intéressés pour s'inscrire. Et là, je présume que s'il y a plus d'inscriptions, peut-être qu'on va augmenter les ateliers. Je ne sais pas. Il y a des possibilités, c'est sûr. Plus la demande est là, plus on va essayer d'y répondre. Bien, merci beaucoup. C'est fort intéressant. Puis en souhaitant, bien sûr, que ça puisse évidemment viser à augmenter, évidemment, l'alphabétisation dans nos sociétés. Merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'un concert qui va se tenir le 24 février à l'Église patrimoniale de l'Acadie qui s'intitule « Du haut du ciel ». Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Dimanche, le 24 février à 14h30 à l'Église patrimoniale de l'Acadie. Spectacle intitulé « Du haut du ciel ». 3 invités pour en parler. D'abord, Christian Poupard, qui est le coordonnateur de patrimoine de l'Acadie. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Marie-Ève Poupard, qui est violoniste. Bonsoir. Bonsoir. De même que Alain Aubu, qui est violoncelliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, tout ceci s'inscrit dans une série de 4 concerts. Ma compréhension, c'est que celui-ci sera donc le 3e. Expliquez-nous un peu cette séquence de concerts qu'on présente à l'Église de l'Acadie depuis quelque temps déjà. Bien, comme vous savez, l'Église patrimoniale de l'Acadie est depuis peu
sous la juridiction, j'oserais dire, Oui. de la Ville de Saint-Jean. Tout à Donc, fait. la Ville de Saint-Jean est propriétaire. Mais nous, les amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie, qu'on va résumer en patrimoine de l'Acadie maintenant, on est responsable de sa mise en valeur et toute l'animation qu'on y fait, historique ou autre. Alors, on a décidé de faire une série de 4 concerts cette année. Et à ça, va s'ajouter sans doute des choses l'année prochaine. Et dans cette série de 4 concerts, on a commencé au mois de septembre avec Christopher Hall, Harpissimo au Québec au mois de décembre pour le concert de Noël. Et maintenant, du haut du ciel pour le concert qui s'en vient. Et le 4e sera? Il reste à décider s'il y en aura 4 ou 5. Il y en a un 4e, mais qui est intégré dans la plantation du mai, qui est une activité au mois de mai qu'on fera, qui est un concert Nouvelle-France. OK. Mais on est toujours dans une thématique aussi qui s'inscrit avec l'enceinte qu'est l'Église. Disons l'ensemble patrimonial. Ouais. Oui, parce qu'on ne parle plus seulement d'église, mais tout un patrimoine, parce qu'on a maintenant le monument sur la déportation des Acadiens, on a une grande murale, on a un parc. Alors, il y a l'église, bien entendu, qui est le joyau puis le noyau de toute cette chose-là, mais il y a quand même le presbytère qui est pas... qui vaut pas rien à côté. Et quand vient le temps de choisir des concerts, de choisir des artistes, de choisir des pièces, il y a comme un souci aussi d'avoir une sonorité ou une sélection de chansons qui s'inscrit aussi un peu dans ce cadre-là. Oui, on ne peut pas aller n'importe où, bien entendu, puisque, premièrement, la salle est limitée. C'est une église, on ne peut pas y faire n'importe quoi. Alors, les concerts classiques, baroques ou autres, ça va très bien. Chansonnier, peut-être, mais c'est certain qu'on ne fera pas venir un groupe de rock and roll sur place. Ça serait étonnant. Ça serait le fun, mais d'avoir Jean Leloup, mais c'est pas la place. C'est pas la place. Bon. C'est pas la première expérience à l'Église de l'Acadie, Non, vraiment pas. bien évidemment. Quel est le plaisir que l'artiste y trouve de jouer à cet endroit? Je pense que tout artiste peut aimer l'acoustique. Vraiment, le son de l'église est super. Je pense que Alain peut être d'accord aussi, mais en même temps, moi, ça doit être là que j'ai fait mon tout premier concert quand j'avais 4-5 ans. Donc, de mon côté à moi, c'est pas juste une église parmi tant d'autres. C'est l'église où j'ai grandi, autant en allant à la messe que... En quoi l'acoustique est-elle à ce point particulière pour quelqu'un qui, comme toi, joue du violon? C'est que les églises, peu importe lesquelles, ça apporte plus que des salles de concert, surtout les salles qui sont très sèches, les centres de la culture ou autres, là, Montréal ou ailleurs. Donc, c'est vraiment une question de grandeur. Pas trop grand, pas trop petit. Comment les murs sont faits, tout ça. Oui, mais il y a une particularité qu'il ne faut pas oublier. L'Église de l'Acadie est une des seules au Québec où elle est entièrement construite en bois. Alors, le bois donne une résonance exceptionnelle à cette église, alors que bien des églises, toutes les décorations sont en plâtre. Alors, nous, ça a pris une quarantaine, sinon 50 d'années avant que le sculpteur de l'époque réussisse à tout sculpter ça à la main en bois, entièrement. Il n'y a aucun plâtre. Ce qui vient faire une différence dans la sonorité. Ah, ça, c'est sûr. Est-ce que vous y voyez aussi, ou si vous y entendez, une différence lorsque vous pratiquez seul dans l'Église versus quand elle est remplie de personnes? Oui, n'importe où. Il y a une différence, oui? Oui, puis justement, on pratiquait ensemble, Alain et moi, puis on se disait justement, on ne sait pas ça va être comment quand il va y avoir du monde. On aime pas ça pareil. en ce moment, mais... Non, mais il faut dire que quand même, vous avez ici un petit joyau. Vous savez, on a la salle de l'Orchestre symphonique, la nouvelle salle, là. Bon, c'est sûr que c'est fantastique, on joue là. Mais c'est pas parce qu'une église est plus vieille que pour autant, il n'y a pas une belle sonorité là. Ici, c'est parfait, la sonorité. Parce que le temps de réverbération, ce qui est important, là, c'est le temps de réverbération. C'est ça qu'on n'a pas dans les salles multifonctionnelles, parce que c'est fait pour mettre des haut-parleurs, etc., où on contrôle l'acoustique ou la réverbération électroniquement. Mais ici, il y a une seconde et demie parfaite. Et elle est égale. Donc, c'est pas... L'église, on joue, puis toutes les fréquences sont belles. Donc, on se place n'importe où dans l'église. On faisait des tests tantôt. On jouait super, super doux. On entendait très, très, très bien partout. Ouais. Elle est très fort, ça ne sature pas. C'est un bel endroit. Moi j'ai magique. toujours trouvé... Cette église-là en particulier est vraiment aussi... quand même, c'est quel âge elle a, cette église-là? 1801, l'ouverture de cette église, oui. Bon, il y a de l'histoire là-dedans, puis c'est le fun aussi de jouer dans ça. Pourquoi ça s'appelle du haut du ciel? OK. Écoutez, c'est pas un jugement de valeur, là. C'était pas pour dire que nous jouons comme des dieux, c'était pas l'idée. L'idée, c'est parce que les compositeurs, beaucoup des compositeurs qu'on joue, ils sont déjà de l'autre côté. Donc, cette musique-là nous vient du haut du ciel, où c'est là où ils sont rendus.
on cherchait un nom, c'est sûr que c'était facile de trouver avec Duo et Duo du ciel. Bien, je trouvais que ça a un petit côté magique et intéressant de s'appeler comme ça. Il y a combien de places assises dans l'église? Ça dépend. Parce que c'est pas comme une salle de concert où chacun a son siège, ce sont des bancs d'église. Alors, on peut être 2 ou 3 dans un banc. Alors, on contient entre 300 et 400 personnes. Quand même, Ouais. 300-400 personnes. Oui. Bon. Comment va fonctionner ce concert du haut du ciel? Qu'est-ce que vous allez présenter au public? On a choisi beaucoup d'œuvres qu'on a, dans le fond, montées dans les dernières années. Puis c'est comme ça que mon père, dans le fond, il a connu notre duo. Il s'est dit, pourquoi pas les inviter? Il aimait ce qu'on faisait. Donc, c'est varié, époque classique, romantique, baroque, jusqu'à de nos jours. Donc, c'est vraiment varié. Différents compositeurs, Bach, Corelli, Boccherini, jusqu'à Ravel, Alvorsin. C'est ça, il y a vraiment un mélange. Et comment le mélange ou le mariage du violon et du violoncelle vient nous apporter quelque chose d'unique ou de particulier dans ce concert? Bien, ça se complète parce que, disons que le violoncelle a des parties basses, donc, et le violon a une partie aiguë, évidemment, plus haute. Donc, on complète le spectre, si on veut. Mais en duo, disons qu'on travaille beaucoup parce qu'il n'y a pas un piano pour remplir à l'arrière, là. Donc, on fait toute la musique à 2. Mais ça donne une écriture qui est différente, qui est très intéressante à écouter. Et surtout qu'on l'a à travers les œuvres. Comme le Corelli, la Folia qu'on va jouer, c'est la version originale qu'on joue. On entend plein de versions qui sont des arrangements de ça, mais la vraie version, la première version, est pour violon et violoncelle. Mais est-ce que dans l'histoire de la musique, il existe plusieurs pièces où il n'y a que le violon et que le violoncelle? Oui. Oui. Bien, comme par exemple avec Ravel, son grand duo, c'est une des œuvres assez importantes de Ravel. Ce n'est qu'un duo. Dans le fond, toutes les pièces qu'on va jouer, il me semble qu'il n'y a pas d'erreur. C'est toutes des œuvres qui ont vraiment été composées pour le violon et le violoncelle. Donc, c'est quand même Comme une heure et demie de... Comme le Mozart qu'on joue. Mozart jouait l'alto. Il aimait beaucoup se mettre dans la position en retrait un petit peu pour pouvoir entendre plus. Mais là, ils sont 2 seulement, mais il jouait la partie d'alto. Et c'est un superbe duo qui a écrit, le duo en sol. Vraiment. On parlait de l'Église ancienne. Je veux juste mentionner, Alain a aussi un violoncelle en fait de 1700. Donc, il n'y a pas juste l'Église qui est ancienne, il y a le violoncelle. À qui a-t-il appartenu? Il y a moi qui est un peu plus ancien qu'elle aussi, là. C'est le violoncelle rouge. Non, mais en fait, c'est ce qui fait que ce concert est exceptionnel. C'est sa simplicité, mais son côté intimiste. Aujourd'hui, on voit beaucoup des grands spectacles. Tout est toujours de plus en plus gros, de plus en plus grand. Mais vous savez, aller écouter, même si c'est un grand violon, l'écouter à la Place des Arts, c'est tellement grand, c'est tellement vaste que vous ne pouvez pas goûter la vibration de ce violon-là ou de ce violoncelle-là. C'est ce qu'on veut faire goûter aux gens qui vont venir, d'être très intimes avec ces 2 instruments. Et puis d'ailleurs, c'est rare qu'on va entendre des concerts seulement de duo violon-violoncelle. C'est tout un répertoire, mais qu'on ne connaît pas, puis il est magnifique. Alors c'est ça qu'on invite. Là, est-ce que j'ai bien compris que le violoncelle date de 1700? 1703. 1703. Les suites pour violoncelle seul de Bach, c'était écrit en 1917. Les sonates à partir, je pense, c'est 19. Donc, ça a été fait avant. Mais Et comment avez-vous mis la main sur ce violoncelle-là? Comment est-il c'est une atterri chez longue vous? histoire, là, mais ça vient de Yuli Turovsky, qui était le chef de Musici de Montréal. L'orchestre dans lequel on joue. OK. Et donc, ça, c'est une pièce incroyable, je présume, là. Oui. Ouais, vraiment, oui. Et en quoi une pièce comme celle-ci est-elle différente au niveau de sa sonorité? En quoi l'instrument est-il différent d'un autre violoncelle? Bien, tous les instruments qui ont un certain âge comme ça, c'est que moi, je dis qu'ils ont beaucoup d'humanité à l'intérieur parce qu'ils ont écoutez, c'était là dans le temps de la Révolution française, c'était là dans le temps de la Révolution américaine, ça a été là ça a passé tout ce que l'humanité a passé depuis 300 ans. Donc, et aussi tous les gens qui ont joué là-dessus. Ouais. Donc, il y a comme quelque chose qui est imprimé là-dedans. Peut-être que c'est quelque chose qu'on s'imagine, mais quand même, les gens l'ont eu dans les mains et ont joué. Donc, ces notes-là ont été jouées dessus. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui nous parle. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et la sonorité est toujours différente de ces vieux instruments-là d'avec les nouveaux. Ça prend un certain temps avec un bois
prennent la couleur des années, je dirais, pour donner ce son-là. C'est pas pareil. Même s'il y a de grands instruments, là, des instruments modernes qui sont très, très, très bons, là. Mais il y a quelque chose qui est différent. Quel est le coût du spectacle? 2 prix seulement. Alors, 30 pour les adultes et 15 pour les étudiants 25 ans et moins. Alors, on va attirer les jeunes à ces beaux concerts-là et même que les 12 ans et moins, donc l'élémentaire, c'est gratuit s'ils viennent avec leurs parents. Est-ce que les gens peuvent acheter les billets à l'avance, quoi qu'il reste encore quelques jours, ou est-ce que sur place, bien sûr, on peut s'en procurer? Oui, on a toujours des billets qui restent à vendre sur place, mais la meilleure façon, c'est d'acheter nos billets sur le site de la SPEC. Alors, nos concerts sont toujours, sont toujours annoncés sur le site de la SPEC. Alors, vous voyez les détails, les tarifs également, mais le détail du concert. Donc, si on veut vraiment s'assurer d'avoir les billets en main, vaut mieux les acheter via le site de la SPEC. Exactement. Vous allez sur la page spectacle de la SPEC, vous allez à la date du 24 février, vous allez voir Marie-Ève et Alain qui sont là, et puis on clique là-dessus, puis on achète notre billet. Donc, vous, c'est pas la première fois que vous jouez ensemble? Non, ça Vous commence... connaissez de longue date? Oui. Là, Longue date, non, mais quand même une dizaine d'années. Non, pas longtemps, je pense 2012. Ben, moi, que tu m'as connu avant, Non. mais moi, lui, je l'ai connu en 2012 quand j'ai fait l'audition pour Imuzici de Montréal. Donc, depuis que je suis rentrée dans l'orchestre. Alors, concert de violon et de violoncelle, oui? Si je peux ajouter, moi, ce qu'on aime, nous, de faire dans un concert, c'est parce que je trouve que souvent la musique classique est un petit peu mal perçue, c'est trop élitique. Nous, on veut que ce soit simple pour les gens et il y aura sûrement une période de questions, on va parler avec le monde, on veut que ce soit convivial, que les gens aient du plaisir à venir. Alors, du haut du ciel, concert de violon et de violoncelle, dimanche 24 février, 14h30 à l'Église patrimoniale de l'Acadie, donc bien encore en vente via le site de la SPEC, spec.qc.ca. Donc, à vous trois, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Lundi, le 4 mars, de 10h à 18h, au Carrefour La Plante à Iberville, c'est la prochaine collecte de sang organisée par Emma Québec dans la région. Chaque semaine, si vous désirez voir nos politiciens municipaux en action, ça se fait via l'émission Saint-Jean sur Richelieu, qui se retrouve également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo, avec bien sûr 4 000 $ en prix et une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets. Et nous, notre prochain rendez-vous, c'est demain.